Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du grand rendez-vous Europe 1 CNews, Les Échos. Bonjour Laurent de Saint-Martin. Bonjour. Merci d'être avec nous, c'est votre grand rendez-vous ce dimanche. Vous êtes le ministre délégué au commerce extérieur et aux Français de l'étranger. Vous étiez le ministre des Comptes publics dans le gouvernement précédent, le gouvernement Barnier. Vous êtes donc assez concentré sur des sujets comme le budget 2025, que le Premier ministre promet désormais de faire adopter par l'intermédiaire de l'article 49.3. Vous n'avez pas été sourd aux commentaires acides de Bernard Arnault sur la surtaxation des entreprises françaises en France. Nous vous demanderons aussi comment vous abordez les échanges avec Donald Trump. La course aux droits de douane a commencé. Et enfin, un mot de l'intelligence artificielle. Elle occupe nos vies. Et Emmanuel Macron pilote un événement cette semaine sur le sujet. Est-on là aussi dans une course avec l'Amérique? Pour vous interroger ce matin, Stéphane Dupont des Échos. Bonjour Stéphane. Et Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Nous y sommes, après un roman feuilleton entre François Bayrou et le Parti socialiste, une série de concessions chiffrées par le Premier ministre à 5 milliards faites aux socialistes, une ligne de crête toujours plus étroite avec le RN, nous y voilà. Le Premier ministre annonce faire passer le budget par 49.3. Est-ce que c'était inévitable ? Oui, je le crois. La question était devenue, depuis maintenant plusieurs semaines, de savoir quelle force politique était prête à ne pas censurer le gouvernement à l'issue justement de la présentation de la responsabilité du gouvernement, dit autrement, utiliser l'article 49.3. Donc c'était une surprise pour personne, ce n'était pas un suspense. Et les discussions qui ont eu lieu notamment avec le Parti socialiste, menées par le Premier ministre, mais aussi par Éric Lombard, beaucoup, le ministre de l'économie, avaient pour objectif de trouver un compromis sur le texte permettant de rassembler plus largement avec notamment les députés du groupe socialiste, pour qu'ils ne censurent pas le gouvernement. Mais on y croyait au dépôt de la motion Donc on y croyait. De censure. On croyait à une coalition, une entente cordiale, Vous avez politique. l'assurance qu'ils ne vont pas censurer, les socialistes? Vous avez l'assurance? Parce que vous dites qu'on a trouvé un accord, mais ce n'est pas si clair que ça. Non, je n'ai pas dit cela. J'ai dit que, d'abord, la commission mixte paritaire, qui n'est pas le gouvernement, commission mixte paritaire, ce sont députés et sénateurs qui s'entendent entre eux. Non, mais c'est la représentation de la France. Exactement. Voilà. Et c'est donc déjà quelque chose de très important. Se sont mis d'accord sur un texte qui n'est pas tout à fait celui du gouvernement. Il en est proche. Ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, le gouvernement va prendre acte de cet accord et va engager sa responsabilité devant l'Assemblée nationale, suite à quoi il y aura très probablement le dépôt d'une motion de censure par le groupe La France Insoumise, comme d'habitude, puisque eux, c'est un réflexe pavlovien que de vouloir censurer, quel que soit le fond. Et là, la question est de savoir effectivement si le groupe socialiste, cette fois-ci, mais aussi le groupe du Rassemblement national, cette fois-ci, vont vouloir censurer le gouvernement. Je ne dis pas que j'en ai l'assurance, ce serait un peu présomptueux de ma part. Je dis que je crois qu'ils ne le censureront pas, parce que je crois que le compromis, et ce que l'on comprend quand même des sorties médiatiques, des responsables notamment du groupe socialiste à l'issue de cette commission mixte paritaire, me donne confiance sur la capacité à ce qu'il n'y ait pas de censure. Mais au fond... Confiance sur quel sujet, Laurent Saint-Martin? Sur le fait qu'ils ne censureront pas. Oui, parce globalement, c'est-à-dire pas forcément sur un sujet plutôt qu'un autre. C'est une non-censure qui va coûter très cher. Pierre le disait, ça va coûter, le Premier ministre parle de 5 milliards. Et vous savez combien a coûté la censure elle-même? La censure, elle a coûté plus de 12 milliards d'euros. Mais c'est pas une raison pour que ça recoute 5 milliards. Chaque jour qui passe, c'est plus de 100 millions d'euros qui sont pas dans du service public, qui sont pas au service de nos concitoyens. Les Français et les représentants des Français les plus raisonnables, les plus responsables, je mets évidemment les socialistes dedans. Le RN aussi ont compris. Mais le RN, pour l'instant, je ne comprends pas très bien quelle est leur stratégie sur cette motion de censure. Ou pas? J'entends davantage ces derniers jours, et j'en suis heureux, les responsables du groupe socialiste qui l'ont dit très clairement, ils ne souhaitent pas censurer à nouveau. Sinon, ils ne seraient pas rentrés dans les négociations. C'est une rupture au sein du NFP, selon vous, c'est-à-dire la capacité de détacher les socialistes et de les ramener à la proximité ou du bloc central? Je le crois. Il y a eu vraiment un changement d'attitude notable à partir du moment où il y a eu cette première censure. Je crois que les socialistes qui sont des députés de gouvernement, qui connaissent la responsabilité des affaires, ont compris quand même le coût, d'abord au sens financier, mais aussi politique, que représentait la censure et l'instabilité politique. Et donc, ils se sont dit sur le gouvernement dirigé par François Bayrou, on va rentrer dans des discussions, d'abord pour faire évoluer le texte, et ça, moi, je le salue, puisque c'est le principe du compromis, c'est le principe d'une culture de coalition qui n'existe pas en France et que nous sommes en train, péniblement, mais petit à petit, de construire. Ils se sont dit, cette fois-ci, nous allons participer. Et participer pas au sens gouvernemental, mais participer au débat d'idées et à la construction du texte. Mais le compagnonnage avec Jean-Luc Mélenchon est pardonné, en quelque sorte. Mais c'est pas qu'il est pardonné, c'est-à-dire que aujourd'hui le nouveau Front populaire existe toujours, mais on voit bien une différence
énorme maintenant entre l'attitude des députés socialistes et l'attitude des députés notamment insoumis, qui sont encore une fois, je le disais, dans un réflexe pavlovien de chaos, de recherche d'instabilité. Et je ne peux que saluer l'attitude des députés socialistes qui a évolué, évolué entre cet automne et cet hiver. Et c'est tant mieux pour le pays, tout simplement. Au final, quand même, le texte qui est issu de la commission mixte paritaire, c'est plus de dépenses et plus d'impôts. Ça va nous coûter de l'argent, quand même. Non, d'abord, il faut quand même remettre le texte là où il est. C'est d'abord un texte de réduction du déficit public de notre pays. Pas beaucoup, oui. Si, c'est quand même d'abord un texte où on va réduire la dépense publique. Je le sais, puisque c'est un texte qui est issu des discussions que nous avions eues déjà lors du gouvernement Barnier. Et il y a des prélèvements obligatoires, mais qui sont davantage des prélèvements obligatoires liés à de la justice fiscale qu'à de la hausse d'impôts. Les classes moyennes françaises qui travaillent n'auront pas de hausse d'impôts à travers ce budget. La justice fiscale et les hausses d'impôts, selon vous? Prenez l'exemple, par exemple, d'une contribution qui s'appelle, pardon pour la technique, différentielle sur les hauts revenus. C'est tout simplement s'assurer qu'on ne puisse pas éviter l'impôt de façon excessive. En gros, un impôt minimum pour les contribuables les plus fortunés. J'appelle ça de la justice. J'appelle pas ça... Ils ne le payaient pas déjà? Ils en payaient, mais par mécanisme d'optimisation, ils pouvaient descendre à un taux moyen extrêmement bas, 3, 4, 5%. Vous trouvez pas ça normal? Les Français payent en moyenne des taux d'imposition, pour ceux qui sont imposables à l'impôt sur le revenu, bien supérieurs. Donc ça s'appelle un plancher, ça s'appelle s'assurer qu'il n'y ait pas de la suroptimisation. Ça c'est bien, ça s'appelle de la justice fiscale. Il faut le faire. Donc il n'y a pas de hausse d'impôt pour les Français de la classe moyenne qui travaillent dans ce budget. Il faut le répéter. Il y a des mesures de justice et de lutte contre l'optimisation et contre la fraude fiscale, et ça c'est très bien. Permettez-moi de citer Éric Lombard, qui a eu cette formule assez forte. Il dit, la France, il n'y a pas trop d'impôts, il n'y a pas trop de fonctionnaires, il n'y a pas trop de règlements. En fait, il manque d'entrepreneurs, dit-il. Est-ce qu'on ne pourrait pas renverser la formule en disant, c'est parce qu'il y a trop de règlements, c'est parce qu'il y a trop d'impôts, trop de fiscalité, que finalement les entrepreneurs soit ne se découvrent pas ou vont ailleurs? Oui, je vous rappelle que l'impôt sur les sociétés était à 33% en 2017, à la sortie du quinquennat de François Hollande. On l'a ramené à 25%. On a baissé les impôts de production, on a allégé le code du travail. On a fait en sorte qu'entreprendre en France devenait enfin intéressant. Et ça a marché, on a plus d'entrepreneurs, on a plus d'investissements directs étrangers dans notre pays, on est le pays le plus attractif d'Europe, tout ça on le conserve dans ce budget-là. Ben non, justement, vous faites l'inverse, là, puisque vous allez taxer de 8 milliards les grandes entreprises, vous allez augmenter les charges sur le travail. Pendant 2 ans. Est-ce que l'impôt sur les sociétés augmente dans ce budget? Non. Si. Est-ce qu'il y a... Non. Pour les grandes entreprises. Non, ce n'est pas l'impôt sur les sociétés qui augmente. Permettez-moi d'être précis là-dessus. Alors, dites-nous. Il y a un prélèvement exceptionnel et temporaire lié effectivement au profit des très grandes entreprises, celles qui font un chiffre d'affaires au-delà d'1 milliard d'euros. On parle quand même pas de la PME régionale, pardon. Et donc, on est sur le grand compte. Il n'y a pas d'augmentation dans le code des impôts du taux d'impôt sur les sociétés. C'est important. Il y a un prélèvement, c'est une participation. Pourquoi donc quand on dit que l'IS augmente de 25 à 40 pour ceux qui font plus de 3 milliards de bénéfices, c'est un raccourci. C'est un raccourci parce qu'il n'y a pas techniquement de hausse de l'impôt sur les sociétés, sinon ça s'applique. Mais Monsieur Arnaud, qui est un des premiers concernés justement par cette hausse stratosphérique, on passe de 25 à 40, dit c'est toujours pareil avec les impôts, on dit que c'est provisoire, ça devient durable. Qu'est-ce que vous lui répondez? D'abord, moi, Bernard Arnault, il faut toujours l'écouter. C'est un de nos chefs d'entreprise qui fait rayonner la France à l'international. Je suis ministre du Commerce extérieur et j'y suis extrêmement sensible. Et s'il a réussi, c'est aussi parce que il a permis à faire grandir les multiples sociétés de son groupe décennie après décennie. Et il emploie 160 000 personnes. Absolument, absolument. Donc moi, j'entends ce qu'il dit. Il a raison de rappeler, en tout cas, c'est pas ce qu'il dit directement, mais ce que sous-tend son propos, c'est qu'on doit créer de la richesse avant de la redistribuer. Ça, moi, je l'ai toujours dit. Donc il ne faut pas oublier dans notre pays qu'au moment où on touche à la fiscalité, il peut y avoir effectivement des effets contre-productifs sur la création de valeur. Et on peut perdre du capital et on peut perdre de la production dans notre pays. C'est pour ça que ce budget a été construit avec beaucoup d'attention là-dessus. On demande... Mais qu'est-ce que vous lui répondez? Parce que pour reprendre ce que disait Mathieu tout à l'heure, lui, je ne pense pas qu'il ait la même définition de la justice fiscale que vous, Monsieur Saint-Martin. Je réponds à l'ensemble des entrepreneurs, et pas à un seul entrepreneur, je réponds à l'ensemble des entrepreneurs, que notre pays est un pays qui sait protéger ses entreprises. On l'a vu notamment pendant la crise sanitaire, pendant la hausse des coûts de l'énergie. Les boucliers... En taxant les plus grandes. Attendez, mais lui, attendez, les boucliers... dit que vous encouragez les délocalisations. Les boucliers... C'est le contraire. Moi, je l'ai aussi entendu dire qu'il n'était pas question pour lui de délocaliser et que ça avait été très mal interprété là-dessus. Et je le crois. De toute façon, il ne peut pas délocaliser, il fait du Made in France. Et je le crois. Mais il aime la France surtout. Non, mais il fait du Made in France. À nous donc de après, l'aider à continuer. Ça peut pas être... À nous de l'aider à continuer à faire prospérer son groupe au service de l'image de la France. Ce que je dis, puisque je réponds à votre question initiale, c'est que est-ce qu'on veut demain un pays fort,
prospère, capable de continuer à protéger sa nation pendant les moments les plus difficiles, comme on l'a vu pendant la crise Covid. J'étais rapporteur de budget à l'Assemblée nationale pendant la crise Covid. Vous vous souvenez le nombre de mesures de protection qu'on a mis pour nos entreprises? Vous vous souvenez de l'activité partielle? Vous en avez vous-même peut-être bénéficié. Vous vous souvenez des prêts garantis par l'État à hauteur de plusieurs centaines de milliards d'euros de garantie? Est-ce que vous vous souvenez des fonds de solidarité exceptionnels? Pardon, je termine là-dessus parce que c'est très important. Pour pouvoir avoir un pays qui protège fort, il faut un pays qui assainit ses comptes. Les grandes entreprises ne sont pas le bouc émissaire du budget, mais elles sont une partie de l'équation et contribuent, et c'est normal. Et vous savez quoi Donc c'est une partie des boucs émissaires. Non, mais il n'y a pas de bouc émissaire, monsieur, parce que si vous voulez être protégé demain par votre pays, en cas de forte turbulence, et croyez-moi, il va y en avoir, on va en parler, turbulence commerciale, turbulence financière. Si vous voulez une nation qui soit capable du jour au lendemain de dire loi d'urgence, on va protéger les salariés, on va protéger le niveau social de notre pays, eh bien il faut un pays qui soit solide financièrement. Pour être solide financièrement, il faut réduire son déficit. Pour réduire son déficit, il faut que tout le monde contribue. Laurent Saint-Martin, ministre du Commerce extérieur et l'invité du Grand Rendez-vous, on se retrouve dans un instant. Retour sur le plateau du Grand Rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos avec Laurent Saint-Martin, François Bayrou qui donc décide, il l'annonce dans la tribune dimanche ce matin, de faire adopter le budget par l'article 49.3. François Bayrou qui cette semaine a également parlé de submersion migratoire pour décrire la situation de la France, opinion nettement partagée par les Français. Sondage CSA, CNews, Europe 1, JDD qui montre que 65% le pensent contre 35%. Vous êtes dans les 65 ou dans les 35%? Et je suis dans le camp de ceux qui veulent avoir un débat réaliste, raisonnable sur la question. Est-ce que c'est Dieu possible dans notre pays? Je pose la question. Est-ce que l'on peut avoir un débat sur l'immigration sans tomber dans de la surenchère de postures politiciennes, d'un côté comme de l'autre, souvent des extrêmes, sans avoir la capacité à regarder en face ce qui se passe? Il y a deux réalités, il me semble, quand on parle d'immigration en France. Il y a une réalité chiffrée, statistique, difficilement contestable, qui est celle du nombre d'étrangers en France, qui est à peu près de 11%, qui est d'ailleurs stable sur ces dernières années. Ça, c'est une réalité qu'on est très loin des théories du grand remplacement, auxquelles je n'adhère absolument pas. Et puis, il y a une réalité qui existe aussi, qui est celle que vous décrivez, qui est celle du ressenti de nos concitoyens, qu'il faut savoir regarder en face et écouter, et sur lesquels répondre. C'est ce que fait le Premier ministre. C'est ce que fait le Premier ministre. Donc, il est clairvoyant. Donc, vous êtes dans les 65%. Pardon, mais... Non, je pose la question parce que le rôle du chef du gouvernement n'est pas de mettre sous le tapis des sujets qui sont réels aux yeux des Français. A dit que c'était une expression qui la gênait et une autre ministre du gouvernement, Agnès Pannier-Runacher, sur Europe 1 mardi soir, a dit qu'elle était dans les 35%. Je ne pensais pas qu'il y avait une submersion migratoire. Permettez-moi de vous poser de la question si vous êtes dans les 65 ou dans les 35%. Je suis dans ceux qui écoutent les Français et qui doivent comprendre leur ressenti, et c'est le rôle d'un gouvernement. Et c'est le rôle d'un gouvernement, oui. Donc la formule ne vous gêne pas, la submersion, ça ne vous gêne pas. En tout cas, je trouve, d'abord, sans revenir sur comment a été sorti du contexte, parce que c'est toujours comme ça, vous savez, les mots, il parlait de Mayotte, on a fait une généralité, mais à la rigueur... Non, il n'a pas parlé que de Mayotte, il a dit Mayotte et dans d'autres régions. À la rigueur, peu importe. Prenons le mot en lui-même, si vous le voulez. Vous vouliez être précis sur le budget, soyons précis sur l'immigration. Est-ce qu'il me choque? Non, parce qu'il a dit que les Français le ressentaient, et c'est une réalité, vous venez de le dire vous-même. Si on n'est pas capable... Mais vous, est-ce que vous le ressentez? C'est la question. Vous, comme Français, vous ressentez cette submersion ou non? Moi, je crois qu'il y a nécessité de prendre ce sujet avec fermeté, mais aussi avec humanisme, et de regarder la réalité des statistiques et des chiffres. Mais pour reprendre ce que dit Mathieu, vous, dans le Val-de-Marne, par exemple, puisque vous avez été élu de Val-de-Marne, est-ce que vous le ressentez? Non, la notion de submersion, non. Par contre, je comprends qu'elle puisse être ressentie parce que c'est pas traité comme cela devrait être traité aujourd'hui, et je le reconnais volontiers. On a une nécessité de fermeté, et c'est ce que fait le gouvernement, notamment avec Bruno Retailleau, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Il y a une nécessité de fermeté réelle sur ceux qui ne partagent pas nos valeurs, sur ceux qui ne doivent pas rester sur notre sol. Tout ça est une réalité. Si on ne le dit pas tel quel aux Français, c'est normal que le sentiment que vous décrivez continue à croître. Mais il ne faut pas confondre réalité statistique, je le répète, réalité statistique qui ne justifie pas les théories de grand remplacement et... Je le dis, le ressenti des Français qui doit être traité. Dans les faits, il y a la proportion d'étrangers, vous l'avez mentionné. Il y a l'autre dimension que tous comprennent, c'est qu'il y a la nationalité au plan administratif, juridique, et il y a le fait que beaucoup de Français, sur le plan juridique, administratif, qui le sont tout autant que les autres, ne sont pas assimilés culturellement. Absolument. Donc la proportion de Français non assimilés culturellement à l'identité, à la culture française, est de plus en plus grande. Ça, est-ce que le sentiment de submersion ne vient pas de là? Oui. Je crois que vous avez raison. Donc là, je crois que la question de la seule présence d'étrangers, c'est une toute autre question. Absolument, vous avez raison. Et il est là le ressenti. Il n'est pas statistique, il n'est pas en nombre. Non, mais je le dis parce que c'est important aussi. Il ne faut pas confondre la question quantitative
C'est ça le remplacement auquel je ne crois pas. Ce n'est pas la question quantitative, c'est la question de l'intégration. C'est sentir qu'on devient minoritaire chez soi. En tout cas, c'est la question de l'intégration, qui est un défi de plus en plus important. Et là, je vous rejoins. La question de l'intégration, notamment par le travail. Moi, je fais partie de ceux qui veulent une immigration du travail. Je ne suis absolument pas anti-immigration. Je veux une immigration par le travail. C'est pas la politique que veut mener Bruno Retailleau, puisque là, il veut donner un sérieux tour de vis, y compris sur l'immigration du travail. J'ai cru comprendre que vous m'invitiez pour me demander mon avis aussi. Donc, je suis pour une immigration du travail. Elle est nécessaire. Allez demander. On parlait des patrons. Sur les métiers en tension, notamment. On parlait des patrons juste avant la pause. Allez demander aux patrons sur les métiers en tension si l'immigration du travail n'est pas essentielle à l'activité et à la croissance. Alors ça, juste un mot là-dessus. Oui. Si vous voulez des ministres tous avec le doigt sur la couture du pantalon, sans opinion différente, ne comptez pas sur le gouvernement de François Bayrou. Parce que il est bien, il est sain. Et j'aimerais vraiment que ce soit quelque chose qui arrive dans notre pays de façon pérenne. Que des ministres pensent différemment, mais soient solidaires d'une politique commune. Est-ce que c'est possible d'avoir des différences d'opinion entre membres du gouvernement ? Non seulement je le crois, mais je pense même que c'est souhaitable quand on veut aujourd'hui rassembler les forces démocrates. Si à la fin quelqu'un a le final cut, comme on dit en bon français, ça s'appelle un arbitrage. Tout va bien. Tout va bien. Alors justement, c'est la politique de François Bayrou, et on vient de le dire. Il y a une équipe gouvernementale qui suit le chef, qui est le Premier ministre. Par rapport à ça, nous avons un leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui tenait hier un discours devant la 3e édition des rencontres nationales des quartiers à Toulouse. On regarde, on écoute. Il se trouve que la crise du logement est la première des crises qui atteint la population de la ruralité et la jeune génération. C'est qu'il y a une crise du logement. Eh bien, ceux qui arrivent sont ceux qui, ayant réussi socialement à l'école et réussi socialement d'une manière générale, en tout cas assez pour avoir 3-4 sous pour pouvoir acheter la maison dont on rêve et y installer sa propre famille. Eh bien, c'est celle qui arrive des quartiers populaires en ce moment. Cessez donc d'imaginer une France du passé qui n'est plus là. Acceptez celle qui est là et dites-vous bien, comme je le dis à chacun des jeunes gens que je croise et dont je sais qu'ils sont nés comme moi au Maghreb ou bien encore ailleurs. Cette partie du pays est à nous, c'est notre patrie, c'est notre pays. C'est là que naîtront vos enfants, c'est là que naîtront vos petits-enfants. Ce pays est à nous tous. Voilà pourquoi je parle de la nouvelle France. La nouvelle France, Laurent Saint-Martin, qu'est-ce que ça vous inspire ? Mais que Jean-Luc Mélenchon dise à ces personnes qu'elles sont partie prenante de la nation française et totalement française, bien sûr, il a raison là-dessus. Ce n'est qu'un extrait d'un discours mais la question, vous comprenez bien, plus offensif. N'est pas dans ce propos-là. Le propos problématique de la France insoumise, mais depuis maintenant au moins 2017, c'est un discours communautariste à des pures fins électoralistes. J'en sais quelque chose, vous avez parlé du Val-de-Marne, je l'ai vu. La capacité à aller... Avec Louis Bayard, par exemple, mais c'est pas le seul. C'est une stratégie de parti. La France insoumise a quitté la gauche républicaine, universaliste, laïque, pour se tourner vers, je sais même pas si c'est une gauche, mais vers une stratégie politique communautariste. Mais si cette stratégie fonctionne, c'est parce qu'une certaine partie de la population est réceptive. Elle marche, cette stratégie, dans le sens où elle fait de plus en plus de voix. Mais je la crois extrêmement nuisible et extrêmement néfaste au pacte républicain. Extrêmement nuisible. Et je pense que nous devons nous battre, démocrates, du bloc central et au-delà, contre. Et là, j'appelle vraiment, on parlait du Parti socialiste qui se détachait tout à l'heure de Jean-Luc Mélenchon. Justement. Mais que le PS, enfin, se réveille sur la stratégie insoumise qui n'a rien à voir avec la culture du Parti socialiste. Justement, vous le voyez, regardez les différences qui s'opèrent sur certains scrutins municipaux entre le Parti socialiste et la France insoumise. Tant mieux. Et je dis pas ça à des fins tactiques. Je dis pas ça pour fracturer le nouveau Front populaire. Je le dis parce que il y a une gauche universaliste laïque dans ce pays qui est encore présente au sein du Parti socialiste, du Parti radical de gauche et d'autres, qui est radicalement opposée sur ces valeurs-là, sur ces valeurs de communautarisme, d'essentialisme avec la France insoumise, et ils doivent s'en séparer. Mais le communautarisme, c'est pas seulement une question de valeur, c'est une question de démographie. Jean-Luc Mélenchon disait il y a quelques années, rappelez-vous à Thinkerview, dans une interview où il parlait des États-Unis. Il dit quand un pays change de population, il parlait du sud des États-Unis avec son hispanisation, il change de culture et d'identité. Et Mélenchon disait c'est la même chose pour la France. Quand on changera la population, la démographie, on changera la culture et l'identité. Est-ce que c'est pas le raisonnement qui nous est présenté ici ? Oui, mais je crois que Jean-Luc Mélenchon use de stratégies dont
je pense en fond qu'il ne le pense même pas lui-même, c'est pour ça que je parle de stratégie électoraliste d'abord, qui est effectivement d'aller séduire une communauté ou des communautés pour les isoler. Et c'est ce qu'il y a de pire, finalement, par rapport au pacte républicain qui doit justement considérer que tous ceux qui sont français appartiennent à la même communauté qu'est la communauté républicaine Laurent nationale. Saint-Martin, permettez-moi de revenir dessus. Gabriel Attal appelait, comme d'autres, à voter LFI contre le RN lors de l'arc républicain il y a encore quelques mois. Là, il sort une nouvelle campagne de communication, on va le voir, avec un nouveau slogan. Il y a des affiches. Il est entouré de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen. Et il écrit « Non au désordre, ni LFI, ni RN ». Comment est-ce que vous voulez qu'on y comprenne quelque chose? À un moment donné, on a des associations en disant « Si, on va lutter contre le RN en faisant passer des candidats LFI, tant pis, ça sera comme ça. » Et là, c'est ni. Mais vous voyez bien que la France insoumise et le RN se nourrissent mutuellement. Mais que fait Gabriel Attal? Est-ce que vous approuvez ce que fait le chef des députés EPR? Mais regardons devant nous. Je trouve que la campagne que vous venez de présenter de Gabriel Attal dit bien les choses. Non au désordre, ni LFI, ni RN. Aucun de ces deux partis n'apportant de solution crédible pour notre pays. Mais après avoir dit « welcome le LFI ». Écoutez, ce qui compte là aujourd'hui, c'est... Arrêtez les anglicismes parce que ça commence à devenir pénible. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. La France insoumise est un adversaire de la République. À ce moment-là, il faut le comprendre. Le Rassemblement national l'est tout autant. Voilà, c'est ma vision, d'accord ? Ma vision politique. Est-ce qu'on peut se réunir au sein d'un grand bloc central, mais qui va aussi avec le Parti socialiste? J'insiste là-dessus. C'est là où il faut trouver ce détachement. Mais donc à le gauche. Front républicain de juin 2024 était une erreur. Non, il n'était pas... Le fait de faire passer des candidats LFI pour contrer le RN, c'était une erreur, Laurent Saint-Martin. C'était nullement une erreur, puisque vous voyez aujourd'hui la concrétisation de cela. C'est-à-dire que, le Rassemblement national n'est pas à Matignon. 2, nous sommes en capacité à discuter avec le Parti socialiste pour que justement un budget puisse passer. Mais non, puisque LFI rattrape les socialistes à chaque fois. Il me semble que ce ne sera pas le cas dans les prochains jours, nous verrons. Eh ben, nous verrons. Laurent Saint-Martin est notre invité. On se retrouve dans un instant. On parlera notamment de Donald Trump et des droits de douane. À tout de suite. Invité du grand rendez-vous, le ministre délégué au commerce extérieur et aux Français de l'étranger, Laurent Saint-Martin. Mardi, Donald Trump appliquera, comme il l'avait promis, de nouveaux droits de douane. Plus 10% pour la Chine, plus 25% pour le Canada et le Mexique. Addition salée. Est-ce que l'Europe est la suivante sur la liste? L'Europe n'a pas été mentionnée, effectivement, dans la hausse des droits de douane par le nouveau président américain. Il faut être vigilant. Je pense que c'est une vraie possibilité. D'ailleurs, il l'a menacé, si je veux dire. Donc, il l'a redit à Davos. Il faut avoir une attitude de vigilance, mais aussi d'unité européenne. Ça urge. Ça urge. Je ne sais pas ce que Donald Trump fera et je ne fais pas partie de ceux qui crient avant d'avoir mal. En revanche, je dis deux choses. Il y en a un pourtant. Oui, je dis deux choses. L'élection de Donald Trump et ses propos et la mise en place de hausses tarifaires pour un certain nombre de pays, à commencer par ses voisins, est une alerte. Et donc, nous devons, entre Européens, et je serai demain à Varsovie, demain et après-demain à Varsovie, avec mes homologues ministres du Commerce, pour justement réfléchir à la stratégie européenne. Là-dessus, nous devons enfin être en capacité à jouer cette compétition économique mondiale à la hauteur de ce que notre puissance doit être, ce qui n'est toujours pas le cas aujourd'hui. Mais il y a deux solutions. Et aussi, soit on se barricade, soit on coopère. Et aussi être en capacité à répondre si une guerre commerciale venait effectivement à toucher l'Europe. Permettez-moi juste de rappeler, avec un petit pas de recul, qu'une guerre commerciale n'est bonne pour personne. Personne. À commencer par les États-Unis directement. Et qui vous dit que Donald Trump veut une guerre commerciale? Je crois que la mise en œuvre aujourd'hui des droits de douane, la remise en cause d'un certain nombre de traités de libre-échange, à commencer par l'Amérique du Nord, le non-respect des règles de l'OMC, tout cela présage une future guerre commerciale que je ne souhaite pas, que je le pense aucun Européen ne souhaite, et à nouveau qui n'est bénéfique pour personne. Comment vous décryptez la position de Donald Trump? C'est une manière de mettre la pression et d'arriver en position de force pour négocier, ou est-ce qu'il veut vraiment fermer les frontières et devenir plus protectionniste et mettre un coup d'arrêt au libre-échange qui a dominé le monde toutes ces dernières années? Je crois que c'est les deux. Je crois qu'il a une lecture des rapports de force bilatéraux dans le monde à l'aune de la balance commerciale d'abord. Il dit que l'Europe, et c'est vrai que sur la balance des biens, c'est exact, est excédentaire commercialement avec les États-Unis. Et donc, sa réponse, c'est de dire « l'Europe me doit, puisque je lui achète plus qu'elle ne m'achète ». Par ailleurs, c'est faux pour les services, c'est l'inverse. Donc on pourrait aussi discuter de la réalité de cette balance commerciale entre l'Europe et les États-Unis. Bien sûr que non.
Mais je crois aussi, et là je vous donne raison également, que cela fait partie d'une discussion et d'un rapport de force plus global que le seul sujet commercial, à commencer par les sujets de défense en ce qui concerne Mais l'Europe. justement, vous dites c'est une alerte. Mais est-ce que c'est pas surtout un changement d'époque? Oui. C'est-à-dire, manifestement, les Américains, version Obama ou Biden, se tournaient vers le Pacifique. Version Trump, c'est sur le mode de l'unilatéralisme semi... Alors, on regarde ça, la fracture atlantique dont on parlait il y a longtemps s'élargit considérablement. Oui, vous avez raison, mais là, à nouveau, l'Europe doit se poser la question de son avenir elle-même d'abord. On peut passer notre temps à se demander comment on va répondre aux États-Unis, quelles mesures de rétorsion sont possibles. Il faudra le faire si c'est évidemment nécessaire. Mais là, la question urgente, mais urgente en Europe, c'est de se demander est-ce qu'on veut devenir la puissance que l'on peut être? Est-ce que l'on veut enfin nous battre sur la bataille technologique? On va parler de l'intelligence artificielle, qui est quelque chose d'extrêmement stratégique pour la suite de ce siècle. Est-ce que l'on veut que l'Europe se protège, mais au bon sens du terme, sur la capacité à réindustrialiser et à produire davantage chez nous, sur des chaînes de valeur complètes qui nous rendent plus compétitifs? Est-ce qu'on veut enfin que l'Europe ait une énergie compétitive, durable, moins carbonée, ce qui est le cas aujourd'hui, et en faire une force et le faire savoir au monde? Est-ce qu'on veut, juste un dernier point là-dessus, simplifier la vie de nos entreprises, je reviens à ce qu'on disait en début d'émission, et baisser parfois la lourdeur réglementaire pour que nos entreprises puissent continuer à davantage produire chez nous avant de réguler en permanence. Ces questions-là, c'est des questions qui nous concernent, nous, Européens. Et la seule chose que je dis là-dessus, c'est, je crois que ça doit être un réveil européen, ce qui se passe dans le monde, et qu'on doit d'abord se réunir et être ensemble là-dessus. Justement, Laurent Saint-Martin, parce qu'au-delà des droits de douane, aussi, Donald Trump, ce qu'il dit aux entreprises, aux grandes entreprises, c'est venez investir chez nous. Et ce discours, il porte. Les grandes entreprises, notamment françaises, disent c'est beaucoup plus facile d'investir aux États-Unis, il y a moins de réglementation, il y a moins de normes. Et tout cet appel d'air, comment est-ce vous allez lutter contre ça? Parce que à les entendre, ils veulent déjà partir. D'abord, il y a beaucoup d'atouts en Europe qu'il n'y a pas aux États-Unis. Je parlais de l'énergie. C'est en Europe que vous avez l'énergie. Elle est plus chère qu'aux États-Unis. Oui, mais elle est moins carbonée, de très très loin, justement, et elle est disponible. Vous avez aujourd'hui des atouts structurels en Europe dont on ne peut-être valorise pas assez, justement, pour garder nos entreprises, mais elles restent ici, et aussi pour en attirer d'autres. Je rappelle, que les Américains investissent en France, et que si vous mettez des barrières tarifaires, ça va pénaliser ces mêmes entreprises américaines qui réexportent. Ils vont pas revenir. Hein. Non mais attendez, la France... Ils sont très présents avec les fonds d'investissement, surtout, les Américains. Surtout de l'argent. Non mais je sais qu'en France, on aime bien s'auto-saborder. Mais c'est pas mon propos, moi. Mon propos, c'est l'inverse. Moi, je regarde la France comme étant le pays qui a augmenté année après année, pendant 7 ans, les investissements directs étrangers. On n'a jamais eu autant d'investissements américains sur notre sol que depuis ces dernières années. Oui, c'est une perte de souveraineté, puisque aujourd'hui, la plupart des entreprises... Vous ne pouvez pas dire tout et son contraire. On a besoin de produire sur notre sol, oui ou non? Oui, mais... Est-ce qu'on a besoin de réindustrialiser notre nation? On n'a pas de capitaux français, donc on fait appel aux capitaux américains. Vous le savez aussi bien que moi, Laurent Saint-Martin. On a évidemment des capitaux français et on a besoin des investisseurs du monde entier. Mais vous croyez qu'aux États-Unis, il n'y a que des investisseurs américains? Il y a des investisseurs du monde entier. Vous avez une formule majoritairement. La dette, elle est chez eux. La dette française, elle est aux États-Unis. La dette américaine, elle est aux États-Unis. Mais vous avez une formule étonnante, si je non, peux mais là, vous parlez de la dette souveraine de l'État français. Bien sûr. Non, mais ça n'a rien à voir avec la dette privée des entreprises. Ça. Écoutez... Moi, ce que je vous dis, monsieur le juge, pour résumer, c'est qu'on a besoin des investissements et des capitaux du monde entier. Déjà, il ne devrait pas y avoir de dette si on était... Pour faire justement compétitif. De notre continent un continent qui sait jouer la compétition mondiale. C'est de cela dont il s'agit. États-Unis, Chine... sont dans une compétition mondiale. La question, c'est est-ce que l'Europe va en faire partie ou est-ce qu'elle veut être un grand marché de consommateurs uniquement? Il faut qu'elle ait un rôle. Donc, si elle veut en faire partie, il faut produire, il faut rechercher, il faut innover et il faut mettre les moyens et mobiliser les capitaux. Mais on n'arrête pas. On n'arrête pas simplement. À chaque fois qu'on innove et à chaque fois qu'on devient compétitif, on n'est jamais à l'aune de ce que font les Américains. C'est donc l'agenda d'urgence que je décris des prochains mois et des prochaines années pour l'Europe, être en capacité à mobiliser les capitaux. On a ce projet d'union des marchés de capitaux dont on parle depuis 20 ans. Il est temps de le mettre en œuvre. Beaucoup de projets. On a le projet de l'Europe de la défense aussi. Ça fait 30 ans qu'on en parle. On a ce projet de simplification pour nos entrepreneurs, qui s'appelle notamment le projet Omnibus, qui va être porté par la Commission européenne. Vous avez sûrement lu ce qui s'appelle la boussole de compétitivité qui a été présentée par la Commission européenne. Est-ce qu'il n'y a pas un côté immense machin technocratique là-dedans? Très honnêtement. Il y a beaucoup de on regarde les États-Unis, on peut leur reprocher bien les choses, mais ils créent un environnement de liberté maximale pour l'entreprise, pour l'investissement. On a l'impression que l'Europe croit toujours se simplifier en se bureaucratisant, en se technocratisant. Est-ce qu'il n'y a pas ce problème? Oui. La simplification pour les entreprises est clé.
Nous avons des règlements qui sont des règlements. On entend ça tous les ans, depuis des années, il se passe pas grand-chose. Heureusement, cher monsieur, que votre défaitisme permanent n'est pas au cœur de l'état d'esprit des États membres de l'Union européenne, croyez-moi. On a besoin de se battre. On a besoin de se battre justement dans une compétition mondiale qui devient de plus en plus âpre. D'accord ? Donc il faut avoir cette capacité de combat et de se mettre ensemble entre Européens. Et oui, ça passe par l'allègement des normes ou au moins réfléchir production avant régulation. Ça peut être un rendez-vous européen nouveau. Parce qu'on a quand même cette fâcheuse tendance à réguler avant de se demander comment on investit. Vous avez une formule étonnante, vous avez dit l'Europe doit se protéger, dites-vous, mais dans le bon sens du terme. Oui. Quel serait le mauvais ? Le mauvais, c'est le protectionnisme ex ante, c'est-à-dire d'être contre le multilatéralisme, le commerce international sous les règles de l'OMC, bref, celui porté par le nouveau président américain. Et ce n'est pas la vision européenne. Et si on bascule dans ce monde, parce qu'il est possible qu'on y bascule, est-ce que l'Europe est prête à s'y adapter ? Il faudra s'y adapter, bien sûr. Il nous faut un agenda positif pro-commerce international. Ce sont nos valeurs, et surtout, c'est bon pour le business et c'est bon pour la France. Il nous faut aussi être en capacité à nous adapter et arrêter d'être naïfs. C'est-à-dire que s'il y a des mesures douanières contre les exportations françaises et européennes, il faudra être en capacité d'avoir des mesures de rétorsion, bien entendu. On ne va pas se laisser faire. Si le premier visage que vous envoyez de l'Europe vis-à-vis des États-Unis et de la Chine et du monde entier, c'est allez-y, nous ne sommes qu'un marché de consommateurs et après tout, nous ne produirons plus chez nous, vous avez perdu la bataille. Les Américains sont encore des alliés ? Bien sûr. De premier plan. Des alliés compliqués. De premier plan. Des alliés de premier plan. Si je vous dis qu'on a besoin d'un agenda positif, c'est d'abord parce que moi je veux travailler positivement avec les États-Unis et l'Europe aussi. Mais alors l'Europe présidée par les Polonais jusqu'en juin, les Polonais qui sont très atlantistes, qui achètent leur équipement militaire chez les Américains, qui ont 4,7% du PIB consacré à la défense, qui achètent des F-35. Est-ce que ça change quelque chose, cette présidence-là, par rapport aux autres ? Cette présidence-là doit aussi évidemment avoir à l'agenda, et prioritairement ce que je viens de dire. On peut être atlantiste, pour reprendre votre expression, et réaliser que l'Europe a besoin d'être forte comme puissance économique. C'est un choix politique. C'est un choix politique. Mais en tout cas, c'est une chose qui va être discutée cette semaine à Varsovie avec les 27. Dès le début de semaine. J'avais une question pour vous. En tant que ministre du Commerce extérieur, notre déficit commercial a atteint près de 40 milliards au premier semestre 2024. C'est un bon indicateur de notre compétitivité. Est-ce que vous pouvez nous donner le chiffre de l'année 2024 dans son ensemble ? Il sera publié dans les tout prochains jours, à la fin de la semaine prochaine. C'est le calendrier normal. Juste un mot sur le déficit commercial. Mais il est Ça sera de combien ? 80 milliards ? La publication sera faite, je vous dis, la fin de la semaine prochaine. Mais on a un ordre de grandeur ? Ce que je peux vous dire, c'est que le déficit commercial, il est chronique en France depuis très longtemps. Oui, depuis le début du siècle. C'est pour ça que c'est une question importante, Laurent Saint-Martin. Pourquoi un déficit commercial dans notre pays ? Il y a une seule raison. Alors, je mets de côté les sujets énergétiques qui peuvent varier très fortement. Structurellement, c'est parce qu'on ne produit pas assez chez nous. C'est parce qu'on a désindustrialisé notre pays. C'est ça la réponse. Je sais bien. Tant qu'on n'aura pas terminer cette phase de réindustrialisation qui est en cours, qui a été initiée depuis quelques années et qui fonctionne, mais qui prend une grosse décennie à être mise en œuvre. Tant que vous n'aurez pas davantage réindustrialisé votre nation, vous n'aurez pas durablement un excédent commercial. Est-ce qu'il est inférieur à celui de l'année 2023 qui était catastrophique ? Vous pourriez au point de nous dire ça ? Écoutez, je vous dis que les chiffres seront présentés en fin de semaine prochaine. C'est respecter le calendrier de publication des chiffres du commerce extérieur. Ce que je vous dis, c'est que structurellement, parce que c'est ça qui compte, structurellement, la France aura une balance des biens commerciaux excédentaires quand elle aura réindustrialisé son pays, c'est-à-dire quand elle aura continuer à ouvrir plus d'usines que de fermetures. C'est ce que l'on fait depuis une nouvelle pause, 7 ans. Et on se retrouve avec Laurent Saint-Martin dans un instant. Dernière partie du grand rendez-vous Europe 1 CNews, les échos avec le ministre délégué au commerce extérieur, Laurent Saint-Martin. Mercredi, vous serez à Kiev, notamment pour échanger avec des responsables ukrainiens sur la reconstruction qui est déjà engagée aujourd'hui. Vous serez accompagné d'entreprises française. C'est un peu cynique de dire cela, mais la question c'est, il faut déjà parler reconstruction. Pourquoi ? Pour éviter de se faire piquer des marchés publics de BTP par les Américains ? Non, il n'y a aucun cynisme là-dedans. Et d'abord, c'est quelque chose qui a commencé depuis plusieurs années. Il y a cette nécessité, effectivement, de soutenir l'Ukraine, évidemment, sur le front. Enfin, vous connaissez très bien le sujet et la position française qui n'a pas varié là-dessus, mais aussi de réfléchir économiquement à comment investir avec les Ukrainiens, d'abord pour soutenir le pays dans le présent, et puis anticiper effectivement l'après. Et c'est cela aussi la
responsabilité des pays européens. Il y a le rôle de la France, mais pas le seul. Évidemment, nos amis allemands, italiens et beaucoup d'autres pays sont aussi engagés à nos côtés là-dessus. Et ça fera partie des discussions que j'aurai à Kiev, effectivement. Vous parlez de l'après. Vous pensez qu'on arrive vers une solution politique en Ukraine? C'est de la volonté, en tous les cas, de Donald Trump, qui disait qu'il terminerait la guerre en 24 heures. Maintenant, c'est plutôt 3 mois ou 6 mois. Mais on ne peut que tous le souhaiter. La question, c'est est-ce que cela se fait avec les Ukrainiens et avec l'Europe? Et là, aujourd'hui, effectivement, on n'a pas clairement cet agenda. Et donc, vous voyez bien que la question, elle n'est pas de savoir est-ce que l'on veut la paix. Je crois que tout le monde la souhaite. Tout le monde la souhaite. La question, c'est... Vous pensez que Poutine veut la paix? En tout cas, je crois que ces derniers propos démontrent qu'il ne se met pas dans les conditions de la vouloir. Et que donc, il veut la paix, mais sans Zelensky. Et que donc tout ça, effectivement, doit être lu de la façon la plus claire, c'est qu'il ne la souhaite pas. Et donc, il nous faut, avec les États-Unis, vous parliez de est-ce que c'est un pays allié? Les États-Unis, c'est un pays allié de premier plan aussi sur la question de l'Ukraine. Et donc, il nous faut avoir cette capacité, effectivement, à mettre autour de la table, mais avec le soutien à l'Ukraine en premier et en priorité, cette solution-là. Je laisse de côté le mot cynisme, mais j'en utilise un autre scepticisme. Est-ce qu'on entend dans le discours public, c'est une petite musique, 1 milliard donné à la reconstruction de l'Ukraine, c'est 1 milliard qui n'est pas donné aux Français qui souffrent. Est-ce que vous entendez ce message? Non, parce que c'est la question de la souveraineté et de la sécurité de l'Europe qui est en jeu, donc de celle des Français. Et ça, je crois qu'un très grand nombre de nos concitoyens le comprend parfaitement. La guerre est aux portes de l'Europe. La guerre est sur le sol européen. Il ne faut pas se tromper de combat là-dessus. C'est un enjeu d'avenir européen. Il y a la défense de l'Ukraine, la souveraineté de l'Ukraine, mais la reconstruction comme projet. Cette idée que plus la France donne à l'étranger, moins elle donne aux siens. C'est une inquiétude que vous entendez? Non, parce que je considère à nouveau qu'avoir une Ukraine forte, c'est protéger notre nation parce que nous protégeons notre continent. Et nous ne pouvons pas... La France n'est pas une île. La France n'est pas isolée. La France a besoin d'une Ukraine qui réussit et a besoin d'une Ukraine en solidarité avec les autres pays, et y compris les États-Unis, qui puissent être en capacité d'avoir ce rebond-là. Mais vous disiez que Donald Trump était un allié, je reprends ce que dit Mathieu, on a tous entendu dans la campagne américaine, dans Make America Great Again, cette phrase-là de Donald Trump qui disait « assez donné à l'Ukraine, il faut d'abord donner aux Américains ». Il y a pas d'où le parallélisme, je pense, suggéré par Mathieu Bocoté. Mais nous sommes ensemble sur le sujet de la guerre en Ukraine. Nous devons le rester, c'est ce que je crois. Et à nouveau, la position française n'a pas varié là-dessus. Soutien indéfectible à l'Ukraine. Et la position américaine, elle a varié, ou elle est en train de varier. Écoutez, ils changent quand même beaucoup la donne, puisque c'est quand même eux qui sont les premiers principaux financeurs. Ils sont, je vous le confirme, une bonne partie de la solution. Jeudi prochain s'ouvre un sommet pour l'intelligence artificielle. C'est l'Élysée qui pilote. C'est quoi le but exactement? Alors, d'abord, c'est un sommet mondial qui va rassembler effectivement beaucoup d'acteurs, beaucoup de chefs d'État, et ça se passe à Paris. Et c'est pas anecdotique. C'est comme Choose France à Versailles. Oui, sauf que là, ce n'est pas que l'enjeu de l'investissement en France, c'est l'enjeu de montrer qu'en France et en Europe, nous savons accueillir le plus grand sommet au monde sur la question de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est pas une technologie de plus. C'est probablement la technologie qui peut changer considérablement le plus nos sociétés. Et donc, l'enjeu de souveraineté, là-dessus se pose probablement plus que dans n'importe quelle autre bataille technologique. La question est donc de savoir, est-ce qu'en France, est-ce qu'en Europe, on a les talents, les cerveaux, la compétence et le capital permettant d'avoir un champion européen pour jouer cette compétition mondiale avec ChatGPT l'américain et avec DeepSeek le chinois aujourd'hui, puisque c'est une compétition qui est mouvante. Et nous verrons peut-être d'autres acteurs émerger là-dessus. Je suis convaincu que oui, parce que la réponse est oui. Mais est-ce que le simple fait de poser la question, c'est pas y répondre? C'est-à-dire, les autres forces, elles existent déjà. Mais poser la question, est-ce que dans un monde, est-ce qu'on pourrait peut-être exister nous aussi? Non, c'est pas ce que je dis. On existe déjà. Et on est dans la compétition. Donnez-nous un exemple. Mistral, Pigment, prenez ces pépites françaises, d'autres en Europe. La question, c'est est-ce qu'on se met ensemble, là encore en européen, pour faire un outil puissant, capable de jouer cette compétition mondiale, avec la mobilisation des capitaux nécessaires aussi, européens. C'est extrêmement important. Ça va être ça, le grand défi. Permettez-moi Est-ce qu'on peut, juste un mot là-dessus, est-ce qu'on peut aussi, à l'occasion de ce sommet, ce sera aussi une bonne opportunité, se dire que quand on est une entreprise européenne, on choisit une solution d'IA européenne plutôt qu'américaine, par exemple. Est-ce que la notion de préférence européenne, on peut cesser d'en faire un gros mot, mais d'en faire plutôt une stratégie commune? Ça va être des enjeux intéressants de ce sommet.
Et quand vous êtes un grand investisseur, vous avez des capitaux, est-ce que vous les mettez plutôt en Europe ou vous les mettez plutôt aux États-Unis, notamment pour financer de l'IA? Et pourquoi ne les mettrez-vous pas en Europe si vous avez un potentiel de croissance? Il faut que le cadre soit plus favorable. Je suis d'accord. On revient à notre propos de tout à l'heure. Il faut le simplifier, il faut créer une union des marchés de capitaux. Tout l'agenda européen va dans ce sens-là. Donc, il faut accélérer le sujet de l'agenda européen, mais qui est sur les rails, et il faut l'accélérer. Et il faut aussi être un peu fier de ce que l'on fait. Vous avez... Je citais... ça, je pense qu'on est tous très très fiers de ce que fait la France. Simplement, on est par exemple très fiers de l'avion Rafale. Oui. Simplement, la majorité des pays qui s'arment achètent des F-35, alors qu'on a un avion français qui est aussi compétitif que le F-35. Et malheureusement, est-ce qu'on risque pas de voir ça dans l'IA, justement? Bon, d'abord, ce qui est sûr, c'est que plus vous aurez cet esprit de défaite, plus ça se réalisera. Depuis tout à l'heure, vous dites que je suis défaitiste. Je viens de vous dire que je suis justement très très fier du Rafale, que accessoirement je connais bien pas défaitiste, en tant que marin de réserve. Je me sens plus combatif et optimiste que vous, c'est ça que je dis. Bon, en même temps, vous êtes aux affaires, donc... Tant mieux, je vais dire. Ça tombe bien. C'est mieux comme ça. Ce que je veux vous dire, c'est que on a les cerveaux, les technologies en termes d'intelligence artificielle dans notre pays, sur notre continent, d'accord, qui, si on sait mobiliser le capital, si on sait se coordonner entre Européens, peuvent faire de l'Europe une puissance en termes d'intelligence artificielle. La bataille, elle est en cours. Ça ne dépend que de nous. Confère ce que je disais tout à l'heure par rapport aux États-Unis et aussi par rapport à la Chine. Ça ne dépend que de nous. On est en 2025 à un moment de vérité. La fin de la naïveté. Très bien. La capacité à se protéger en fonction de comment va se dérouler justement cette compétition commerciale dictée par d'autres, ça c'est vrai. Et puis la technologie, cette compétition technologique. Il y a 30 ans, il y avait la compétition d'Internet. Elle a commencé avec nous, je vous rappelle. Elle s'est déroulée sans nous commercialement. La question de l'IA, c'est de savoir, est-ce qu'elle commence avec nous? Oui. Est-ce qu'elle va se dérouler avec nous? Il faut que oui. Et donc là, on a un enjeu qui est absolument considérable dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et vraiment, je crois que la prise de conscience des États membres de l'Union européenne là-dessus est réelle et que ce sommet va permettre, je crois... Tant mieux. Je souhaite autant que vous que ça marche. Vous affichez optimisme, volonté, tout ça. Je me permettrai de vous citer un écrivain. Les écrivains sont quelquefois les plus grands sociologues. Michel Houellebecq, qui dans La carte et le territoire, rappelez-vous, dit « Le monde se développe en grand bloc de civilisation et quel sera le destin de l'Europe ? Une forme de Disneyland planétaire. L'Europe offrira ses châteaux, l'Europe offrira son patrimoine, mais l'Europe ne pèse plus parce qu'elle s'est laissée écraser par l'idéologie et la technocratie. » Est-ce que vous ne partagez pas de temps en temps, est-ce que vous nommez ça de défaitisme ou est-ce que c'est pas lucidité? Alors ça, c'est le schéma qui arrivera si l'Europe ne se réveille pas dans le sens que je décris. Ce qui se passera, c'est que l'Europe deviendra un continent de consommation, un continent musée, qui regardera les autres produire et innover. Il n'appartient qu'à nous de rester dans une compétition où on produit et on innove nous-mêmes. On a les capitaux. Vous savez qu'il y a plus d'épargne privée en Europe qu'aux États-Unis. Vous savez que... Vous parlez de ce grand marché des capitaux, on en parle depuis des années, mais on ne le voit toujours pas. Là. Mais c'est parce que les Européens sont frileux? C'est parce que je crois que on n'avait pas, ces dernières années, réalisé ce qui pouvait se passer en termes de guerre commerciale. Merci Trump, alors. Mais d'une certaine manière, si vous voulez, je suis pas à dire. Vous savez, ça a été le cas aussi pour l'OTAN, sur le premier mandat de Donald Trump, ça a permis un réveil. Oui, il nous donne un coup de taser, quoi. Ouais, moi j'appelle ça un coup de pied au derrière, c'est un peu moins violent, mais en tout cas, ça réveille. Et donc, on a une nécessité, mais ça sera en fonction de ce que l'on décide, avec ou sans nous, en termes de production et d'innovation et de participation à la guerre commerciale. Je ne dis pas que l'Europe est terminée. Sachant qu'on est sur une... Je dirais que ce sera un marché de consommateurs et un musée. Et donc c'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut être en Europe. Sachant qu'on est sur une ligne de crête, parce qu'il ne faut pas l'énerver justement, Donald Trump. Donc il faut être compétitif et en même temps... Exactement. Ne pas l'être trop. Parce que sinon, c'est des droits de douane, ce sont des sanctions économiques, c'est assez particulier. Mais c'est pas parce que vous vous rendez plus compétitif, meilleur sur la compétition, que vous perdez vos alliés. Vous jouez tout simplement cette compétition-là avec des alliés. Donc vous dites, plus on est compétitif, plus on est fort face à Trump, plus on sera respecté par Donald Trump. Et bien sûr, et plus on innove. Mais vous noterez, cela dit, que les principaux interlocuteurs de Donald Trump en Europe, pour l'instant, c'était d'abord Viktor Orban, maintenant c'est Mme Meloni, donc essentiellement des gens qui sont sceptiques par rapport à la technostructure européenne et qui croient davantage à la souveraineté nationale. Bien sûr, chacun aura compris qu'il a besoin de bilatéralisme pour gagner davantage en rapport de force. Il ne veut pas que son interlocuteur soit un bloc européen uni. Ça ne serait pas à son avantage. Donc c'est précisément ce qu'il faut faire. Être un bloc européen uni
pour pouvoir jouer ce rapport de force. Eh bien, vous verrez ça avec les 27 à Varsovie cette semaine. Merci beaucoup, Laurent Saint-Martin, d'avoir été à vous. l'invité du Grand Rendez-vous. Très bon dimanche à tous sur Europe 1 et sur CNews.